Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité de ce dimanche. Malgré le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, les forces sionistes continuent de brasser des vies. Depuis l'aube, au moins 23 civils palestiniens sont tombés en martyrs dans des bombardements sur différentes zones de l'enclave. Le mouvement de la résistance palestinienne Hamas dénonce la décision sioniste d'empêcher l'ouverture du terminal de Rafah qu'il qualifie de violation flagrante du droit international. Dans notre dossier Sahara occidental de ce dimanche, le Front Polisario a réitéré son refus de toute négociation bafouant le droit à l'autodétermination, accusant les forces agissant dans l'ombre d'entraver le processus de paix. La Gen Z 2012 est de retour dans les rues marocaines. Le mouvement ne faiblit pas, les revendications restent les mêmes. Les jeunes Marocains plus que jamais décidés à se faire entendre. Et dans le dossier guerre en Ukraine, Moscou annonce avoir abattu 323 drones et 3 missiles HIMARS et la prise de contrôle de 2 nouvelles localités à Donetsk et Zaporizhia. Zelensky affirme que son armée est désormais en train de frapper les raffineries de pétrole russes presque quotidiennement. Un nouveau bombardement des forces sionistes a frappé Gaza ce dimanche dans différentes régions de l'enclave, faisant en moins 23 martyrs et plusieurs blessés. Selon les sources médicales de l'hôpital Al-Aqsa, 6 Palestiniens ont perdu la vie dans un bombardement ciblant un café à El Zawaïda, tandis que plusieurs autres ont été blessés dans un raid sur le camp de réfugiés d'El Nusayrat au centre de la bande de Gaza. Par ailleurs, 2 autres victimes ont été assassinées dans un bombardement sur Jebalia. Les forces d'occupation ont également effectué pas moins de 20 frappes aériennes sur Rafah, au sud de l'enclave. Et le bilan des martyrs s'est alourdi depuis le début du génocide à Gaza le 7 octobre 2023 à 63 159 morts et 170 203 blessés. Des chiffres toujours provisoires en raison du nombre important de disparus sous les décombres et des bombardements incessants. Il est à noter que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 11 octobre dernier, plus de 50 Palestiniens ont été assassinés et au moins 160 autres blessés. Toujours dans une évolution tragique, l'entité sioniste a restitué 15 nouveaux corps de martyrs palestiniens à l'organisation de la Croix-Rouge, portant ainsi à 150 le total des dépouilles récupérées. Les sources médicales palestiniennes ont précisé que tout comme lors des premiers corps restitués, ceux récemment rendus représentent également des signes de mauvais traitement. Depuis le début des échanges de dépouilles, au moins 25 martyrs n'ont pas pu être identifiés par leurs proches. Un témoignage accablant de la brutalité de l'occupation et de ces politiques de déshumanisation. Le mouvement de la résistance palestinienne a qualifié ce dimanche la décision de l'occupant sioniste d'empêcher l'ouverture du terminal de Rafah jusqu'à nouvel ordre de violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu signé 2 ans après le génocide dans la bande de Gaza. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le Hamas a dénoncé cette décision comme un déni des engagements pris par l'entité sioniste envers les médiateurs et garants de l'accord. Le mouvement a rappelé que les garants de l'accord ont exigé que l'entité sioniste respecte pleinement toutes les dispositions de celui-ci.
Et comme vous pouvez aisément le deviner, après 2 ans de génocide, la situation financière des habitants de l'enclave palestinienne est au plus mal. Sans travail et sans aucune ressource financière, les Razaouis peinent à survivre. Mais la récente réouverture d'une agence de la Banque palestinienne à Deir el-Balah fait renaître l'espoir d'un regain de vivalité dans l'enclave atrophiée. Souhila Kilal. À Deir el-Balah, des Palestiniens font le guet devant une succursale de la Banque de Palestine. Ce dimanche marque un tournant pour eux, puisque pour la première fois depuis le 7 octobre 2023, une agence bancaire rouvre ses portes pour accueillir ses clients. Des clients inquiets quant à leur situation financière et soucieux de pouvoir reprendre leurs transactions bancaires normalement après 2 années cauchemardesques. Après une période de guerre, nous sommes venus à la banque pour gérer nos affaires et nos transactions. Nous espérons que la guerre ne reviendra pas et que la situation des gens s'améliorera. Nombreux sont qui ont besoin de gérer leurs affaires. La banque a suspendu plusieurs de ses services. Même si les conditions sont difficiles et le nombre important de clients est difficilement gérable pour un premier jour, cette agence de la Banque de Palestine essaie de s'organiser pour répondre à la demande du plus grand nombre de clients possible et les aider à accéder à leurs comptes et à profiter des services bancaires. Trouver une solution. La crise de liquidité n'est pas résolue et nous souffrons toujours. Nous ne pouvons ni acheter sur le marché ni ouvrir nos comptes. Comment allons-nous manger et vivre? Nous demandons à l'autorité monétaire de Ramallah de trouver une solution pour nous à Gaza. Je vous jure que nous souffrons. Nous ne pouvons pas acheter. Les prix sont élevés. Il n'y a pas de liquidité. En plus de la succursale de Deir el-Balah, celle de Nusayrat a également été rouverte ce dimanche. Il a été indiqué que le travail se déroulera tous les jours de la semaine, sauf le vendredi. D'autres banques vont suivre également dans les prochains jours, après que l'autorité monétaire a appelé les banques à reprendre progressivement leurs activités dans la région. La situation demeure également préoccupante en Cisjordanie, occupée où un Palestinien a été assassiné par les balles de force de l'occupation sioniste à Naplouse. L'agence palestinienne de presse Wafa a rapporté dimanche que Majid Mohamed Daoud a succombé à ses blessures par balles qu'il a subies lors d'une attaque des forces spéciales sionistes infiltrées dans le camp d'El Ain, à l'ouest de Naplouse, au nord de la Cisjordanie occupée. Et dans la nuit de samedi à dimanche, les forces d'occupation sionistes ont arrêté au moins 20 Palestiniens arrêtés arbitrairement, dont 3 enfants et d'anciens prisonniers dans plusieurs gouvernorats de la Cisjordanie occupée. Selon un communiqué du club des prisonniers palestiniens, l'occupant sioniste poursuit ses arrestations systématiques en Cisjordanie occupée qui se sont étendues au gouvernorat de Naplouse, Selifti, Qalayqilia et Ramallah. Par ailleurs, le gouvernorat de Toba a été le théâtre d'incursions et d'abus d'enquête sur le terrain, d'attaques contre les Palestiniens ainsi que de vandalisme et de destruction massive de maisons et d'infrastructures palestiniennes. La mobilisation internationale de solidarité avec le peuple palestinien ne faiblit pas. Direction le Maroc où la normalisation avec l'entité sioniste ne passe toujours pas. Ils étaient des milliers dans la rue de Casablanca samedi soir réclamant l'annulation de cette normalisation qu'ils qualifient ou qu'ils voient comme étant une trahison et profitent de cette occasion pour exprimer le soutien indéfectible du peuple marocain au peuple palestinien. Sur un autre front, au Liban, un citoyen est tombé en martyr samedi à la suite d'une frappe menée par les forces sionistes sur le sud Liban. Selon le ministère libanais de la Santé, la victime a été assassinée dans une attaque sioniste contre un véhicule à Dir Kifa, dans le secteur de Tyr. De son côté, l'agence de presse officielle libanaise a précisé qu'un drone sioniste a ciblé avec 2 missiles un autre véhicule sur la route reliant Kfar à Dounin, à Deir Kifa, et ce en violation totale du cessez-le-feu en vigueur depuis fin novembre. L'armée sioniste donc poursuit ses crimes au su et au vu de la communauté internationale.
Voilà pour ce qui est de l'évolution de l'actualité en Palestine occupée et au Liban, direction l'Afrique, plus précisément l'Algérie, où le projet de loi organique portant le statut de la magistrature a été approuvé ce dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres présidé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune et conformément à la stratégie de l'État visant à assurer la sécurité hydrique à travers la réalisation de stations de dessalement de l'eau de mer. 3 wilayas ont été choisis, à savoir Chlef, Mostaganem, Tlemcen. D'autre part, et concernant les préparatifs de la 4e édition de la conférence africaine des startups, le président de la République a insisté sur l'impératif de la réussite de cet événement qui inscrit dans le programme de la foire commerciale intra-africaine ayant été couronné d'un succès franc. Actualité algérienne toujours, le général d'armée Saïd Chengheriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a assisté ce dimanche en République de Corée à une démonstration aérienne organisée dans le cadre de l'exposition internationale aérospatiale et de défense ADEX 2025 de Séoul. Selon le communiqué du ministère de la Défense algérienne, lors de cet événement, le général d'armée Saïd Chengheriha a rencontré le général d'armée Son Seok Rak, commandant des forces aériennes des forces armées de la République de Corée, qui a salué le rôle de l'Algérie sur la scène militaire et son engagement à suivre l'évolution mondiale de la défense. Le général Son a également exprimé sa gratitude au général Chengheriha pour avoir honoré l'invitation et pour sa participation active à cet événement d'envergure mondiale. Je vous le disais en titre, la République sahraoui a réaffirmé son refus de toute négociation ou compromis qui remettrait en cause ou ignorerait le droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance de son peuple, tel que stipulé par les résolutions onusiennes et internationales. L'agence de presse sahraoui a réagi samedi soir à la remise par Washington d'un document officieux aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la question du Sahara occidental et le renouvellement du mandat de la MINURSO. L'agence a précisé que la partie sahraoui ne participerait à aucun processus qui ne reconnaîtrait pas la nature juridique de la question sahraoui, à savoir celle de la décolonisation. La partie sahraoui n'acceptera aucune négociation, aucun dialogue, ni même aucune discussion qui ne repose pas sur l'exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination et à l'indépendance. Le Front Polisario ne participera à aucun processus politique qui ne s'appuie pas sur la nature juridique de la question sahraoui en tant que question de décolonisation, qui ne peut trouver de solution juste et définitive que par l'exercice par le peuple sahraoui seul de ses droits reconnus par toutes les décisions et jugements des organisations et tribunaux internationaux et continentaux. Par ailleurs, le Front Polisario a accusé ce qu'il qualifie de forces agissant dans l'ombre d'avoir envahi le Sahara occidental il y a un demi-siècle, d'être à l'origine de l'agression marocaine contre son peuple aujourd'hui et d'entraver le processus de paix. La défaite du Maroc l'a contraint à renoncer à sa souveraineté sur le territoire marocain lui-même et à la dignité des Marocains. Dans le même temps, elle a contraint les forces qui, en 1975, avaient planifié d'empêcher le peuple sahraoui d'accéder à l'indépendance, organiser la marche noire dans l'ombre et armer le Maroc, à reconnaître aujourd'hui publiquement qu'elles sont à l'origine de l'agression contre le peuple sahraoui et qu'elles font obstacle à la paix fondée sur le respect des résolutions pertinentes de la légitimité internationale. Le mouvement Gen Z 2012 reprend sa mobilisation dans les rues marocaines. En effet, plusieurs grandes villes du pays ont été le théâtre de manifestations de ce mouvement de contestation sociale. Les revendications des manifestants sont toujours les mêmes, à savoir la fin de la corruption endémique au sein du gouvernement. On écoute Mohamed Wali Ben Chaban.
Au Maroc, le mouvement de jeunes Gen Z 212 relance ses protestations dans plusieurs grandes villes. Ces manifestants réclament la création d'emplois, une lutte renforcée contre la corruption et de meilleurs services publics. Les manifestations de ce samedi ont été alimentées par un chômage alarmant touchant près de 38% des jeunes. Le décès récent de femmes enceintes à l'hôpital public d'Agadir a agi comme un déclencheur, soulignant selon les manifestants la dégradation inquiétante du système de santé. Dans toutes nos manifestations, nous disons que nous espérons que le roi et le pays nous écouteront avec des oreilles attentives et un cœur compatissant et répondront à nos revendications qui sont l'accès aux soins de santé, à l'éducation et à l'emploi dans ce pays. Le mouvement Gen Z opère via des réseaux sociaux et se présente comme un collectif sans leadership formel, ce qui complique le dialogue avec les autorités. Face à ces actions, le gouvernement et les forces de l'ordre ont répondu par des arrestations massives, faisant état de violence, ce qui augmente encore la tension. Cette manifestation a été organisée pour unifier nos rangs et coordonner nos actions et elle envoie un message aux autorités, même après plus de 10 jours de pause. Et nous continuerons jusqu'à ce que nos revendications soient satisfaites, non seulement en parole, mais aussi dans les faits. Nous voulons des solutions qui nous satisfassent, nous les jeunes, et qui nous donnent le sentiment que nos sacrifices quotidiens en valent la peine. Je pense que nous le saurons bientôt. Il y aura des changements politiques dans les prochains jours et d'ici là, nous ne pouvons pas vraiment prédire ce qui va se passer car en politique, de nombreuses variables entrent en jeu et beaucoup de choses peuvent changer. D'ici là, je pense que nous le saurons bientôt, mais la jeunesse est manifestement optimiste. Ces manifestations révèlent une profonde crise de confiance entre la jeunesse et les institutions du Merzen. Elles dénoncent également un déséquilibre flagrant entre les dépenses spectaculaires engagées pour accueillir la Coupe du Monde de 2030 et le manque d'efforts consacrés à l'amélioration des conditions de vie d'une population de plus en plus fragilisée. Dans le dossier soudanais, des sources médicales du pays ont rapporté la mort de 3 civils assassinés par des tirs des forces de soutien rapide dans la ville d'El Fasher, chef-lieu du nord Darfour. Dans le même temps, l'armée soudanaise a annoncé avoir repoussé une attaque terrestre des forces de soutien rapide qui ont lancé l'offensive depuis 3 axes principaux pour tenter de percer les défenses de la ville. Cette attaque a été accompagnée de bombardements intenses visant plusieurs quartiers résidentiels et des centres d'accueil pour déplacés internes dans la ville assiégée depuis le 24 mai dernier. Pour rappel, depuis le 15 octobre 2023, le Soudan est en proie à un abcès sécuritaire de haute intensité qui oppose l'armée du pays et les forces de soutien rapide. Autre conflit de haute intensité entre l'Ukraine et la Russie. La défense russe a annoncé que ses systèmes de défense aériens avaient abattu 323 drones ukrainiens et détruit 2 bombes aériennes guidées ainsi que 3 missiles de type HIMARS en l'espace de 24 heures selon un communiqué du ministère publié dimanche et rapporté par l'agence russe RIA Novosti. Les forces du groupe Sud ont infligé d'importantes pertes humaines et matérielles aux forces ukrainiennes. De plus, un missile Iskander-M a été lancé, détruisant une rampe de lancement des missiles HIMARS dans la région de Chernigov. Conflit en Ukraine toujours. Le ministère russe de la Défense a annoncé dimanche que ses forces avaient pris le contrôle de 2 nouvelles localités à Donetsk et Zaporijia dans l'est de l'Ukraine. Dans un communiqué sur le bilan de ces opérations en Ukraine, le ministère de la Défense russe a indiqué que des unités du groupe Est avaient continué à percer les défenses des forces ukrainiennes et avaient pris le contrôle de la ville de Shunichino à Donetsk et de Poltavka dans la province de Zaporijia.
De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche que Kiev frappait désormais presque quotidiennement les raffineries de pétrole russe. Lors d'une intervention après des entretiens avec le commandant en chef Oleksandr Syrski, Zelensky a précisé que ces frappes avaient pour objectif de ramener la Russie à la réalité. Vendredi, lors de sa rencontre avec le président américain Donald Trump à Washington, Zelensky a affirmé que l'Ukraine disposait de milliers de drones prêts à être lancés contre des cibles russes, tout en soulignant la nécessité de recevoir des missiles américains pour renforcer les capacités ukrainiennes. J'ai discuté avec le commandant en chef Oleksandr Syrski, notamment de nos capacités de frappe à longue portée. La portée et la précision de nos sanctions à longue portée contre la Russie augmentent. En fait, des frappes sont menées quotidiennement ou tous les 2 jours contre des raffineries de pétrole russe. Et cela contribue à ramener la Russie à la réalité. Nous avons présenté nos propositions aux États-Unis concernant les infrastructures gazières, la production d'énergie nucléaire et d'autres projets. Nous travaillons sur les détails et je communique désormais presque quotidiennement avec les dirigeants afin de garantir une position commune à tous les Européens concernant la pression exercée sur la Russie. Le musée du Louvre à Paris en France a été fermé ce dimanche après un vol survenu dans ses murs. Selon les médias, des voleurs auraient dérobé des bijoux de la collection Napoléon après avoir foncé l'entrée de la galerie Apollo. Le musée a indiqué qu'il resterait fermé toute la journée pour des raisons exceptionnelles. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour vol et bande organisée. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez, s'est exprimé. On écoute. Oui, effectivement, je reviens à l'instant du musée du Louvre où j'ai rejoint Madame Rachida Dati, la ministre de la Culture, puisqu'il y a eu un braquage important qui a été commis ce matin dans la salle Apollon, où des individus sont pénétrés par l'extérieur du musée du Louvre en utilisant une nacelle, donc qui était positionnée sur un camion. Donc ils ont fracturé la fenêtre et puis se sont dirigés vers un certain nombre de vitrines où ils ont dérobé des bijoux dont je ne donnerai pas la liste. Je crois qu'il y a une enquête judiciaire, mais qui sont des bijoux qui ont une vraie valeur patrimoniale et qui ont une valeur inestimable en réalité. Et puis ils se sont ensuite enfuis. Ça a duré 7 minutes, donc ils sont repartis en T-Max et ils ont abandonné en scooter, T-Max, ouais. Oui. Et ils se sont enfuis. Donc évidemment, c'est un braquage important. Manifestement une équipe qui avait fait des repérages, qui manifestement aussi très chevronnée et qui a agi très très vite. Les forces de l'ordre se sont immédiatement rendues sur place, et surtout, c'est Madame la procureure de la République de Paris a saisi la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de la préfecture de police. Et le directeur me disait que l'ensemble des brigades centrales de la préfecture de police vont être mobilisées pour retrouver ces auteurs. Et le taux d'élucidation de cette brigade est très élevé. C'est-à-dire, il est supérieur à 1 sur 2 pour les vols de cette nature, et même pour les vols de cette ampleur, de cette nature, il est même très très élevé. Et donc j'ai bon espoir que très rapidement nous en retrouvions vraiment les auteurs et surtout les biens qui ont été dérobés. Et un mot de culture avant de clore cette édition. La Villa Boulkine à Alger a accueilli pour le 2e jour consécutif le Festival culturel des créations féminines, un événement qui met en valeur le talent des femmes du sud algérien entre tradition et modernité et patrimoine vivant. C'est un sujet signé Phil Hulali. À la Villa Boulkine à Alger s'est ouvert le Festival culturel des créations féminines. Un rendez-vous placé sous le signe de la créativité, de la diversité et du talent féminin. Des artistes et créatrices venus du sud algérien, de Tamanrasset, Timimoun, Ilizi et Tindouf, exposent leurs œuvres inspirées du patrimoine saharien et des traditions locales. Entre mode, artisanat, peinture et musique, la femme du Sud exprime toute la richesse de sa culture et de son savoir-faire. Alors je suis très heureuse qu'un festival décide de mettre en valeur la femme du Sud et la culture du Sud. C'est une occasion
Tout à fait. La création des femmes du Sud, elles font des huiles essentielles, elles font des créations à base de cuir, la manière de s'habiller. Elles nous apprennent comment mettre tizernes ou autre chose. Et là, moi, ça me fait ma fierté. Et j'espère que on va dédier plusieurs festivals, plusieurs éditions, parce que une seule ne suffit pas. Les créations exposées entre modernité et tradition montrent que la culture du Sud reste une source d'inspiration vivante et universelle. Le Festival national de la création féminine. J'étais honorée d'être sélectionnée parmi les artistes qui exposent dans cette édition 10. Et ça me fait trop plaisir de partager ma série qui sont deux toiles, l'africain et l'africaine. Voilà. Donc vous trouverez les deux. Il y a un mélange dans le style abstrait, surréalisme, les motifs, les symboles, etc. Je voulais mettre en avant le côté guerrier de la femme du Sud. Je voulais le représenter à travers mon œuvre qui est inspirée et des couleurs de Janet et aussi de la culture touareg. Organisé sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, ce festival met à l'honneur la femme algérienne dans toute sa diversité. Un hommage à la créativité féminine qui fait rayonner le Sud algérien avec toute sa diversité et son riche patrimoine. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Retrouvez tout de suite Nelly Manzegar pour l'édition Afrique.